d'abord, je tiens à remercier le professeur Chouaïbi pour l'invitation et pour la modération toujours d'actualité. Et je tiens particulièrement également à remercier un de mes résidents brillants, qui est Hatim, qui a contribué à la réalisation de ces présentations. Alors, on va parler d'un thème quand même assez compliqué, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire des cardiopathie congénitale. Et je me trouve en face, en fait, de rappeler certaines notions fondamentales. Professeur Chouaïbi, il a insisté sur le fait qu'il y a toujours de l'actualité. On est en train de revoir même les définitions, on est en train de revoir les indications, de changer un petit peu les pathologies dans chaque groupe. Donc il y a beaucoup de modifications, beaucoup d'actualités en matière d'hypertension pulmonaire de façon générale. Donc je vais essayer quand même de faire des rappels succincts, en même temps de ne pas sortir de mon sujet qui est l'hypertension pulmonaire des cardiopathies congénitales. Alors donc je rappelle que pour dire qu'il y a une hypertension pulmonaire, la définition est relativement simple. C'est des pressions pulmonaires moyennes qui dépassent 25 mm de mercure. Alors, pression pulmonaire moyenne, ça suppose qu'il y a un EKT. Donc, c'est une définition hémodynamique, pas cathétérisme. Alors, il y a deux groupes principaux. Il y a ce qu'on appelle l'hypertension précapillaire. C'est que la pression moyenne, elle dépasse 25. Et les pressions capillaires pulmonaires, ça veut dire les pressions qui règnent dans l'oreillette gauche, elle est inférieure à 15 mm de mercure. Et puis, il y a l'hypertension postcapillaire, où la pression moyenne dépasse 25, c'est l'hypertension. Et puis, la pression capillaire, c'est-à-dire la pression de l'oreillette gauche, elle dépasse 15 mm de mercure. Donc, je ne vais pas entrer dans ces détails parce que je pense que le professeur Hataoui va les traiter de façon assez détaillée. Alors, à travers donc, ces différents mécanismes, en fait, de l'hypertension pulmonaire, l'OMS il a défini 5 groupes d'hypertension pulmonaire. Et dernièrement, au cours du World Symposium of Pulmonary Hypertension en 2018, donc on a également revu quelques chapitres et qu'on les a traités avec beaucoup plus de détails. Donc on distingue notamment le groupe 1 qui est l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc en fait, il est défini par une artériopathie, ça veut dire un remodelage vasculaire pulmonaire, et ça se traduit par des résistances pulmonaires élevées. Donc la définition, c'est des pressions pulmonaires qui dépassent 25, des pressions capillaires pulmonaires qui sont moins de 15 et des résistances pulmonaires qui dépassent 3 unités Wood. Alors dans ce groupe, donc, il y a les modifications, c'est qu'on a ajouté des patients répondant aux inhibiteurs calciques bradycardisants, c'est-à-dire qui sont vasoréactifs. Et puis, on a détaillé le groupe des maladies veno-occlusives et de l'hémangiómatose capillaire. Je n'ai pas mis les détails ici parce que ça va rendre le tableau extrêmement compliqué, mais... Excusez-moi, c'est bon. Donc, mais apparemment, la maladie veno-occlusive et l'hémangiómatose capillaire, donc il a les mêmes cadres que l'hypertension idiopathique. Ça veut dire il peut être idiopathique, il peut être héréditaire, il peut être lié à certains médicaments, à l'oxygène, il peut être lié également à certains connectivites. Et puis, il y a l'hypertension pulmonaire qui est liée aux cardiopathie gauche, l'hypertension pulmonaire liée aux maladies respiratoires et syndrome hypoxique, l'hypertension pulmonaire secondaire aux obstructions pulmonaires, que ce soit la maladie thromboembolique ou les obstructions périphériques pulmonaires. Et puis, il y a l'hypertension pulmonaire de mécanismes non clairs, notamment les causes hématologiques, les anémies hémolytiques chroniques, il y a certains désordres systémiques, il y a aussi actuellement, on a enlevé quand même de ce chapitre, on a enlevé la splénectomie, on a enlevé les dysthyroïdies, donc il y a quand même beaucoup d'actualité dans ce domaine. Donc, pour revenir à la cardiopathie congénitale, il y a deux mécanismes qui se répètent. En fait, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de l'hypertension passive, et donc qui est lié donc, à l'augmentation des pressions dans les cœurs gauches, que ça soit lié à une dysfonction de ventricule systémique, soit à une obstruction sur le cœur gauche, que ce soit un rétrécissement mitral, au rétrécissement aortique, aux coarctations, parfois ce qu'on appelle le syndrome de Shawn, qui fait plusieurs obstacles sur le corps gauche. Et puis, il y a les formes résistives, ça veut dire une augmentation des résistances pulmonaires. Donc, et ça, c'est particulièrement en matière de cardiopathie congénitale, c'est des remodelages vasculaires qu'on trouve dans les chaînes gauche-droite, qui évoluent vers les amégares, c'est les patients qui sont bleus. Et puis, la particularité des cardiopathies congénitales, ce qu'on appelle les hypertensions hyperkinétiques, ça veut dire qu'ils sont liés à l'augmentation du débit cardiaque. Et donc, on les voit dans les chaînes gauche-droite, notamment la CIV, ou dans un stade assez avancé, dans les communications interauriculaires. Et en se basant sur ces différents mécanismes, on voit qu'il
effectivement, l'hypertension pulmonaire des cardiopathie congénitale, en fait, on la voit dans les 5 groupes. Au départ, on pensait qu'on était toujours en groupe 1, mais finalement, il y a tous les groupes, la cardiopathie congénitale donc, existe sur tous les groupes. Par exemple, dans le groupe 1, donc, on a l'exemple des Amenguer, on va le détailler tout à l'heure. Il y a le groupe 2, il y a les pathologies du corps gauche, et notamment les syndromes obstructifs du corps gauche, les dysfonctions du ventricule systémique. Les causes respiratoires, ils sont essentiellement représentées par les insuffisances respiratoires post-thoracotomie. Les causes thromboemboliques et les causes obstructives, donc, ils font partie du groupe 4. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'hypertension de mécanisme également inclair ou un peu complexe. C'est notamment les atrésies pulmonaires avec CIV, avec des collatérales. Et ces collatérales peuvent entraîner des développements d'hypertension localisée, là où il y a une grosse collatérale, dans ce qu'on appelle les hypertensions pulmonaires segmentaires. Et il y a les cardiopathies congénitales complexes et il y a l'entité à part qui est le fontan, où les définitions ne correspondent pas aux définitions actuellement admises, notamment la pression moyenne 25, parce que le fontan, une petite augmentation des résistances, même si les pressions sont basses, peut entraîner un échec des fontans. Donc c'est des chapitres quand même relativement complexes, mais on va nous se limiter quand même au groupe 1, qui est le groupe de l'hypertension artérielle pulmonaire. Et dans ce groupe, on a 4 phénotypes. Alors, les 4 phénotypes sont le syndrome des Amenguer, c'est tout shunt gauche-droit qui évolue vers l'inversion de shunt, c'est-à-dire vers le développement des résistances artérielles pulmonaires avec la pression pulmonaire qui dépasse la pression systémique et le shunt devient droite-gauche. Donc, c'est des patients qui deviennent cyanosés au repos. Et puis, il y a les hypertensions pulmonaires qui sont liées à des shunts gauche-droite, soit ils sont opérables ou non opérables. Et donc, en général, les résistances pulmonaires sont légèrement augmentées, mais pas au point d'inverser le shunt. Donc, on a quand même des patients qui sont roses au repos, il n'y a pas de cyanose au repos. Et puis, c'est des patients qu'on verra tout à l'heure, c'est le chapitre le plus compliqué finalement des cardiopathie congénitale. Et puis, il y a les hypertensions pulmonaires qu'on trouve associées de façon accidentelle finalement avec une communication interauriculaire ou interventriculaire, mais qui n'explique pas en elle-même l'hypertension pulmonaire. Donc, ce qu'on appelle une coïncidence. C'est-à-dire, moi, je trouve un patient qui a une hypertension artérielle pulmonaire sévère, alors qu'il a une communication interauriculaire de 15 mm. Donc, on dit que cette hypertension, elle est disproportionnée. Et donc, ces groupes, en fait, ils rejoignent le groupe des formes idiopathiques. D'ailleurs, les études ont montré qu'il y a également des modifications génétiques, des mutations génétiques, notamment du gène le BMPR2, PR4, pardon, donc, qui est responsable de la forme idiopathique de l'hypertension artérielle pulmonaire et qu'on trouve également dans 6% des cas de ces hypertensions pulmonaires associées avec des CIA ou des CIV de petit diamètre. Et puis, un chapitre de plus en plus fréquent, de plus en plus important, c'est ce qu'on appelle l'hypertension après fermeture d'un shunt gauche-droit ou après correction carrément de cardiopathie congénitale. Donc, c'est des hypertensions pulmonaires qui surviennent des mois, voire des années après la correction des cardiopathies congénitales. Donc, dans notre registre, ils sont pour l'instant rares parce qu'on n'a pas beaucoup de suivi, pas d'années de suivi quand même, mais dans les grandes études, on a des suivis sur des vingtaines d'années et on retrouve de plus en plus d'hypertension pulmonaire qui se développent des années après la correction des cardiopathie congénitale. Et on verra que c'est un véritable casse-tête qu'on va essayer de voir quels sont ces mécanismes. Alors voilà les 4 groupes en fait, les 4 phénotypes de ces hypertensions pulmonaires. Il y a le syndrome des Amenguer, c'est le shunt droite-gauche ici. Il y a le shunt gauche-droit qui entraîne au début une hypertension pulmonaire hyperkinétique et puis l'augmentation de résistance pulmonaire. Et si ça augmente à un certain seuil, il n'y a plus d'indication chirurgicale. Et puis, il y a des lésions mineures, notamment communication interauriculaire mineure, associées à une hypertension pulmonaire sévère. C'est ce qu'on appelle les formes accidentelles ou des coïncidences. Et enfin, les formes des hypertensions pulmonaires qui surviennent après correction des cardiopathie congénitale. Alors, en termes d'épidémiologie, donc l'hypertension artérielle pulmonaire dans les cardiopathie congénitale, en fait, c'est
D'après certaines études, et même actuellement, c'est la deuxième forme fréquemment associée à l'HTAP après les collectivités. Il y a même un registre européen récemment qui a montré que les HTAP des cardiopathie congénitale, ils dépassent même les connectivités. On est à 31% par rapport à une connectivité à 28% et par rapport à l'idiopathie qui est à 33%. Ça veut dire que l'association de l'HTAP dans les cardiopathie congénitale, c'est l'une des causes majeures des hypertensions artério-pulmonaires. Alors, il faut savoir que l'incidence de cardiopathie congénitale, c'est 6 à 10 pour 1000 naissances vivantes, ça veut dire que c'est très fréquent quand même, et que 4 à 15% des patients développeront une HTAP. Voilà, donc je rappelle ici le registre européen, donc hollandais et québécois, qui montre quand même des associations assez fréquentes entre les cardiopathies congénitales et l'hypertension artério-pulmonaire. Alors, notre expérience au CHU Bno-Ros, donc on a sur 3600 patients à peu près, 688 patients qui ont une hypertension artério-pulmonaire, soit un chiffre de 26%, donc ce qui est important. On a eu 12 cas de Zeminger et on a 88 patients adultes qui ont une hypertension artério-pulmonaire, dont 4, ils ont un syndrome des Zeminger. Si je reviens aux 4 phénotypes, on va voir que 12, c'est le type 1, c'est les Zeminger, 505, c'est le type 2, mais là, il faut nuancer, parce que quand on parle de type 2, il y a la forme hyperkinétique. Donc, l'hyperkinétique qui peut être hyperkinétique isolée, c'est-à-dire il y a sans augmentation de résistance, ça malheureusement c'est assez rare parce que le plus souvent, on voit les patients à un stade relativement avancé, au bout de 6 mois, 7 mois, et les résistances en général sont augmentées. On ne fait pas de KT forcément, mais on estime que le chiffre est aussi élevé que les 505. Ça veut dire que c'est la majorité des cas. Le type 3, ça veut dire la coïncidence entre les lésions mineures et l'hypertension pulmonaire. On a 4 cas. On a même découvert dernièrement une SIA de 15 mm justement avec une hypertension sévère chez une dame de trentaine. Donc on est en train de bilanter. Et puis le type 4, c'est l'apparition d'une hypertension artério-pulmonaire chez des patients qui sont opérés pour cardiopathie congénitale. Moi, je vais insister sur ce dernier type 4 parce qu'à travers ce type, on va essayer d'analyser et de discuter les problématiques de la prise en charge des cardiopathies congénitales qui sont associées à l'hypertension pulmonaire. Alors, je tiens d'abord, si vous avez des discussions, des commentaires à faire, vous pouvez m'interrompre ou des choses qu'il faut qu'on discute. De toute façon, c'est un atelier, donc l'objectif, c'est qu'on avance dans nos connaissances à travers cet atelier. Alors, le cas numéro 1. Wiham, donc âgé de 9 ans, il est né en 2012. Il a été opéré en août 2014 à l'âge de 2 ans pour une persistance du canal artériel. Il a été opéré à Rabat. Et puis, il a été référé en fait, pour prise en charge d'une hypertension artério-pulmonaire post-opératoire en février 2015. Alors, en fait, cette patiente, elle a été vue au début 2015, fin 2014, par une équipe française. La patiente était en insuffisance cardiaque. Et on lui a proposé à l'époque de faire une intervention de POT. Ça veut dire faire une communication entre l'artère pulmonaire gauche et l'aorte pour pouvoir, c'est comme si on crée un canal artériel, c'est comme si on va créer un nouveau canal artériel pour soulager les pressions de cavité droite. Bon, il y avait certaines réticences des parents, ils sont venus nous voir. Effectivement, je trouve que la patiente était stade 3, disons même stade 4 de la NYHA, une cyanose buccale, donc une fréquence cardiaque 130, une saturation qui baisse au moindre effort, il passe à 84%, un périmètre de marche que j'avais jugé moins de 100 mètres parce que l'enfant n'arrive même pas à marcher. Donc, il était extrêmement fatigué et d'ailleurs, le pronostic paraissait très mauvais. Des signes d'hypertension pulmonaire clinique. Sur le plan électrique, il était en rythme sinusal avec HVD. L'échocardiographie que j'avais réalisée à l'époque montrait une incidence tricuspidienne grade 3 avec une Vmax à 5,8. Alors, juste ici, il faut souligner qu'actuellement, on évite de parler quand même de pression pulmonaire. C'est vrai qu'on parle de PAPS, ça a l'air plus... on le comprend mieux quand je dis 146 000 mètres de mercure. Mais en fait, il y a toujours la difficulté d'estimer la pression de l'oreillette droite. J'ai mis comme ça 10 parce que je juge qu'il est en insuffisance cardiaque. Certains mettent 5, 3, tout ça. Donc, il est réellement préférable de mettre des Vmax par rapport à ajouter un PO2. Et quand vous voyez que Vmax à 5,8, elle dépasse largement 3,4, qui est retenu pour dire que la probabilité importante d'hypertension pulmonaire, elle était en hypertension pulmonaire assez sévère. Donc, il n'y avait pas d'autres éléments associés, donc son ventricule gauche était bien. Et on a eu, donc, elle a eu un KT droit initial qui montre quand même des pressions moyennes à 70 mm de mercure et des résistances pulmonaires à 11,6 unités Wood.
Alors, si on veut classer le pronostic de ce patient, le docteur Chaibi l'a rappelé tout à l'heure, comme quoi il n'y a pas un paramètre sur lequel il faut insister, il y a plusieurs paramètres. C'est ce qu'on appelle l'approche multiparamétrique. Alors, cette approche multiparamétrique, donc, qui se base sur la clinique, et la clinique, c'est les signes d'essence cardiaque droite, c'est les symptômes, l'existence syncope ou non, la classification NYHA, le test de marche de 6 minutes, et puis je peux même inclure l'épreuve d'effort, qu'on fait rarement, exceptionnellement. Et puis, il y a les marqueurs biologiques, notamment le NT-proBNP, qui devraient faire partie également des éléments de surveillance de ces patients. Et puis, l'imagerie, notamment l'échocardiographie ou l'IRM, et le cathétérisme. Et donc, on distingue des patients à risque faible, à risque intermédiaire, à risque élevé. Alors, il faut déjà savoir que chaque risque, le risque faible, chaque paramètre, il est noté à 1. Le risque intermédiaire, il est noté à 2, chaque paramètre, et le risque élevé, il est noté à 3. Alors, si on a, par exemple, chez cette patiente qui est en stade 3 de la NYHA, un périmètre de marche est moins de 165, il fait des signes d'assistance cardiaque droite, donc on n'a pas calculé l'index cardiaque à l'époque, donc qui devrait être bas, vu qu'il était en assistance cardiaque, donc on se trouve chez une patiente à haut risque. Donc, c'est un haut risque de mortalité, c'est une patiente en très mauvais état. Donc, et quand on voit la classification, c'est-à-dire les propositions thérapeutiques des patients en fonction du risque, donc ça, c'est également c'est le World Symposium of Pulmonary Hypertension qui a défini les patients en fonction des risques. On passe le patient qui est à haut risque et donc il aura besoin soit d'une bithérapie d'emblée, soit d'une trithérapie qui inclut une prostacycline par voie intraveineuse. Chose qu'on n'a pas malheureusement, et donc je me suis limité donc, à la mettre sur bithérapie d'emblée. Alors la bithérapie, on a beaucoup de molécules. Il faut savoir que les molécules en matière d'hypertension pulmonaire, c'est ce qu'on appelle les molécules spécifiques, que ce soit les inhibiteurs de la phosphodiesterase ou les antagonistes des récepteurs à l'endothéline, ou les stimulateurs de la guanine cyclase, et aussi les prostanoïdes ou les agonistes. Tout ça, en général, en termes de mortalité, les effets sont extrêmement... Donc, il n'y a pas réellement d'effet sur la mortalité qui est démontré. Par contre, en fonction des études, soit ils se basent sur le périmètre de marche, l'amélioration sur le périmètre de marche de 6 minutes, et donc on dit que cette molécule fait mieux que le placebo, soit ils se basent parfois sur l'amélioration d'autres paramètres, notamment le BNP, et donc ça fait qu'il y a beaucoup de discordance en général entre les différentes études. Mais résumons en général qu'en matière, par exemple, de patients qui sont déjà en classe 3, on a les antagonistes de récepteurs endothéline, on a par exemple le besantan, l'ambrizantan, et ils ont une recommandation 1A, ça veut dire une forte recommandation pour utiliser chez ces patients. Et puis il y a également les inhibiteurs de la phosphodiesterase, on voit que le sildenafil est la 1A, tadalafil est la 1B, c'est-à-dire moins fort. Mais l'association quand même, il y a beaucoup également de données, je ne vais pas entrer dans les données des études, on voit que par exemple l'association ambrizantan, tadalafil fait peut-être mieux que le sildenafil, le besantan, etc. Mais comme je vous ai dit, le nombre de patients est relativement faible et avoir des résultats extrêmement encourageants reste très limité pour le moment. Il y a pas mal d'études qui sont en cours, mais je pense que la clinique également va nous montrer l'apport de chaque molécule. Donc, pratiquement, ce qu'on a fait ici, c'est que j'ai mis la patient sous besantan, mais il avait à l'époque peut-être 13 kilos, donc on n'avait pas de besantan pédiatrique qui est à 32 mg, donc j'ai commencé avec la dose adulte, et je donnais un quart de comprimé x2, et je donnais sildenafil, un demi-comprimé x3. Alors, l'évolution. Chez cette patiente, donc, on voit qu'avant traitement, 1 an de traitement à 6 ans de traitement, si on base sur les symptômes. Il est passé du stade 3 à stade 2 à stade 1. Actuellement, il est totalement asymptomatique. Je viens de la voir il n'y a même pas un mois. C'est une patiente qui est totalement asymptomatique, ce qui est extraordinaire. La saturation, elle est montée de façon importante. Et puis, sur le plan échographique, on est passé de pression pulmonaire de 136 à 75, et maintenant, on est à 39 mm de mercure. Et sur le plan KT, donc le KT initial, on note des résistances à 11 unités Wood, des pressions moyennes 70 maintenant, et la pression moyenne 26, et les résistances sont à 3 unités Wood. Donc une véritable évolution clinique et hémodynamique impressionnante.
Donc voilà la courbe d'évolution des pressions pulmonaires chez ce patient qui baisse de façon nette au début et puis qui sont presque stationnaires aux alentours de 40 depuis cette dernière année. Alors, durant ce parcours quand même depuis 2015, donc, il y a eu des moments où la patiente a décompensé. Il y a eu surtout un événement, un certain été, où il a eu une bronchite. Elle a été mise sous corticothérapie par son pédiatre. Et la corticothérapie, finalement, elle a entraîné une décompensation cardiaque de cette patiente. Je pense qu'il y avait également un écart de régime. Et donc, j'ai dû augmenter au départ le besançon, mais elle a très mal toléré. Et donc, j'ai augmenté sildenafil à 20 mg x 3, qui est une dose presque adulte, qu'il a très bien tolérée. Et puis, actuellement, il est toujours sous la même dose, donc avec une nette évolution de l'HTAP, une bonne évolution clinique. Ici, on voit le pronostic. Donc, on voit qu'il est passé de risque élevé et un risque bas 6 ans après le début de traitement. Donc, c'est un cas favorable. Et j'espère que ça va durer parce qu'on ne sait pas, malheureusement, on sait déjà que c'est des patients qui probablement qui ne vont jamais guérir, mais bon, et prendre un traitement aussi cher aussi et avoir une évolutivité de l'hypertension artérielle pulmonaire, on ne sait pas, peut-être, et j'ai toujours la question des parents, est-ce que ça sera à vie? Est-ce qu'il y a un pronostic? Est-ce que ça risque de décompenser ou de rechuter un jour? Ça, je n'ai pas de réponse et la littérature n'a pas de réponse par rapport à ces patients. Ce qu'on sait, c'est des patients à très haut risque quand même de mortalité. Alors, je passe au cas clinique numéro 2. J'espère si vous avez des questions, donc sinon on passe au cas suivant. Le cas, c'est Walid, 17 ans, qui est né avec une transposition de gros vaisseau, une CIV, et il était en hypertension artérielle pulmonaire, donc à son premier mois de vie. À l'âge de 2 mois, donc on n'a pas fait d'intervention curative, c'est-à-dire de faire un switch artériel, fermeture de CIV. On a fait ce qu'on appelle un Blalock-Hallen, ça veut dire on a fait une septectomie auriculaire, donc pour faire un shunt à l'étage auriculaire, et puis on a fait un cerclage de l'artère pulmonaire pour entraîner une réduction des pressions pulmonaires. À l'âge de 1 an et 7 mois, il a eu un switch artériel avec des cerclages de l'artère pulmonaire et fermeture de la CIV et de la CIA. Ça a été fait en Espagne. Et puis, le switch opératoire apparemment était simple, mais le patient, il a été presque perdu de vue. Il a reconsulté à l'âge de 15 ans à Rabat. Il avait une dyspnée SAT 3. Il a fait un épisode de malaise à l'effort. Quand je l'ai vu, il n'y avait pas de signe d'assistance cardiaque. Il avait un test de marche de 6 minutes à 150 mètres. Une saturation de 98%, et une échocardiographie qui montrait une Vmax de l'IT à 3,8 mètres par seconde, et des cavités droites qui étaient dilatées, avec un rapport VDVG qui dépasse 1, surface de l'eau D à 19 cm², une fonction VD qui paraissait conservée, et une bombe VG, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de signe de cardiopathie gauche. Un premier KT fait également à Rabat, donc avant qu'il vienne me consulter. Donc, on voit que les pressions de l'eau D à 19 mm de mercure, la pression moyenne est à 98, les résistances n'ont pas été calculées, ni l'index cardiaque. Et si on veut classer ce patient en fonction du risque, on voit que ce patient, malgré les 4 paramètres, si on fait l'addition, on est à 2,5. Donc, ça veut dire qu'on est entre l'intermédiaire et l'élevé. Bon, on retient peut-être l'intermédiaire, le risque intermédiaire. Et donc, risque intermédiaire suppose une bithérapie initiale par voie orale. Et comme je vous ai dit, les molécules, on a le choix entre les différentes molécules. Moi, j'ai choisi sildenafil 20 mg x 3 et le macitentan, vu qu'on dispose gratuitement de macitentan à l'hôpital. Donc, on lui a donné 10 mg de macitentan. Et sur le plan clinique, il a très bien évolué. Donc, on est passé d'une dyspnée stade 3 à une dyspnée stade 2. Et puis, il a fait un malaise à l'effort, pas véritable syncope, mais il ne fait plus de malaise. La saturation restait bonne et le périmètre de marche est passé de 156 à 507 mètres. Donc, une évolution cliniquement satisfaisante. L'échocardiographie, par contre, ne change pas beaucoup. On voit que les pressions pulmonaires, les pressions de VD sont les mêmes. Et quand on voit le KT, on a toujours des résistances vasculaires pulmonaires à 16 unités Wood. C'est énorme. Donc, on ne sait pas les résistances avant, donc on n'avait pas le débit pour pouvoir calculer les résistances. On a un index cardiaque qui est 1,6. Alors, si je reclasse ce patient reste en risque intermédiaire. Donc, c'est un risque intermédiaire malgré qu'il devient quand même dyspnée stade 2. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
qu'est-ce qu'il faut faire quand un patient qui était en risque intermédiaire, qui reste en risque intermédiaire un an après, alors qu'on voit que les recommandations, ils te disent, en fait, c'est au bout de 3-6 mois, il faut évaluer. Si le risque est resté intermédiaire, il faut passer à une trithérapie. Et quelle trithérapie dans ce cas? La trithérapie qu'on trouve ici dans la recommandation, c'est les prostacyclines. Alors, nous, on n'a pas de prostacycline, par contre, on a le Selexipag. Le problème avec le Selexipag, c'est que l'étude de Griffon qui a validé le Selexipag dans l'utilisation dans les hypertensions artérielles pulmonaires, en fait, les résultats sont relativement discordants. En termes de mortalité par rapport à un placebo, si on ajoute le Selexipag aux autres molécules, ça ne change pas la mortalité. Donc, on s'est limité au périmètre de marge. Et on a noté que le périmètre de marge qu'on gagne à travers le Selexipag par rapport au placebo, on est à 24 mètres de gain, alors que le seuil qui est défini est 33 mètres. Donc, ça fait que il y a beaucoup de controverses, il y a beaucoup de discordances, il y a pas mal d'experts également en matière d'hypertension pulmonaire qui préfèrent quand même ajouter le Selexipag pour notamment arrêter ou ralentir un peu l'évolution de la maladie pulmonaire. Et là, je prends l'avis également, donc je mets l'avis de Gallier, donc, qui est un Italien expert en matière d'hypertension artérielle pulmonaire, qui dit que l'approche thérapeutique initiale aboutissant à un risque intermédiaire, une escalade vers une thérapie est recommandée pour les patients avec un statut de risque intermédiaire sans double traitement combiné. L'ajout de Selexipag à la recommandation est l'épreuve les plus élevée. Donc pour lui, c'est assez suffisant pour donner Selexipag. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'ai prescrit le Selexipag sur le patient. Pour l'instant, il n'a pas encore commencé parce que sa mère elle est en train de chercher des fonds. Finalement, elle a créé même une association pour avoir les molécules pour son fils. Et je pense que pour bientôt, il aura cette molécule. On verra si ça va évoluer en matière de résistance pulmonaire. Mais déjà, sur le plan clinique, ça, c'est satisfaisant. Alors, l'élément clé donc, en matière de cette hypertension pulmonaire qui survient après chirurgie des cardiopathie congénitale, c'est que le pronostic il est mauvais. Remarquez que par rapport à Eisenmenger, qui a une survie à 20 ans de 87%, l'après la fermeture, les hypertensions après fermeture, elle n'est que de 36%. Donc, c'est des patients de très mauvais, c'est des mauvais pronostics. Et d'ailleurs, pour dire que parfois, laisser des cas borderline, ne pas les opérer, c'est mieux que de les opérer et d'avoir une mortalité assez rapide. Donc ça, justement, là également sur un autre registre, il montre la même chose, que les Eisenmenger est mieux que l'hypertension pulmonaire post-opératoire. Cela me ramène vers le cas clinique numéro 3, qu'on va essayer de discuter pour voir également les problèmes qu'on rencontre en fait en pratique de tous les jours. Alors là, c'est des patients que je n'ai pas vus, donc ils ont été opérés, ils sont venus me voir après. Là, c'est des patients que je suis personnellement depuis sa naissance. Donc il y a un CAV complet en HTAP, donc il a eu un cerclage à l'âge de 2 ans et 4 mois, parce que l'HTAP était jugé sévère. Et puis il reconsulte 3 mois en 2013, avec un poids de 12 kg, une saturation en 85%, un souffle systolique, et puis on voit que le cerclage de la P, il est à 30 000, le gradient maximum, il est à 30 000 mètres mercure. Ça veut dire que le cerclage n'est pas. Est-ce que n'est pas protecteur ou c'est une patiente qui est en HTAP? La pression dans le VD est 85, ça veut dire que la patiente est en HTAP. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on a fait un KT. On a fait un KT en 2013 et on voit que les résistances vasculaires pulmonaires sont 6,4. À l'époque, on croyait à la réversibilité sous oxygène, chose qu'on ne fait plus maintenant parce que ça n'a pas beaucoup d'apport en termes de diagnostic ni en termes de pronostic, mais on a vu sous oxygène que les résistances ont baissé. Donc cela nous a encouragés à opérer cette patiente. Et donc, en revenant sur les recommandations récentes, notamment de l'European Society of Cardiology, on voit que quand on a un shunt gauche-droite et on a des résistances pulmonaires moins de 4, il faut opérer. Quand on a des résistances qui dépassent 8, il ne faut pas opérer. Par contre, quand on a des patients entre 4 ici et 4 et 8, c'est le cas de notre patiente qui a 6,4, c'est au cas par cas. Il faut qu'il y ait une discussion, il faut faire le KT, il faut voir les apports et les bénéfices. On a opéré chez cette patiente. Il a une cure complète, un désacrage de l'artère pulmonaire en décembre 2013. L'évolution, donc je l'ai vu en 2019 et puis je ne l'ai plus revu, je ne sais pas ce qu'il est devenu entre-temps, on l'a perdu de vue. Donc il a
En 2019, il avait 9 ans, elle était totalement asymptomatique. Et quand on fait l'écho, on a une IT minime avec une vollicité de 3 mètres secondes. C'est-à-dire borderline, là aussi, on est moins de 3,4 et plus que 2,8. Ça veut dire qu'on n'est pas d'une hypertension pulmonaire, mais ça fait quand même craindre une hypertension pulmonaire. Donc c'est une patiente qu'il faut surveiller et qu'il risque de développer une hypertension pulmonaire dans les années à venir, s'il n'a pas déjà développé ou s'il n'est pas peut-être décédé, je ne sais pas. Donc on a carrément perdu ces patientes. Juste pour vous dire, parfois, poser l'indication thérapeutique d'un champ de gauche-droite, ce n'est pas chose facile. Il ne suffit pas de voir une CIV pour pouvoir l'envoyer aussi facilement pour qu'il soit opéré. Il faut vraiment juger sur les pressions, sur les résistances et sur l'indication. Parfois, en voulant faire bien, on risque d'entraîner un pronostic assez mauvais pour le patient. On ne rend pas toujours service aux patients. Et là, je vous rappelle toujours que certains patients ont développé de l'hypertension artérielle pulmonaire après fermeture des shunts, des années, voire même 50 années après, dans les registres canadiens, américains, qui ont des registres qui remontent aux années 60. Donc, c'est finalement, quelqu'un qui a été opéré pour cardiopathie congénitale, particulièrement les shunts gauche-droite, c'est des patients qui ne sont pas guéris. Il faut savoir, c'est des patients qu'il faut suivre toute leur vie parce qu'ils peuvent avoir des complications hémodynamiques, notamment l'hypertension pulmonaire et parfois arythmique, et autres, et ils ont pas mal de risques de mort subite. Alors, quels sont les messages à travers ces cas cliniques? L'HTAP post-cure de cardiopathie congénitale, c'est une entité à part entière, il faut en être conscient, qui peut survenir des années après la chirurgie, d'où la nécessité d'une surveillance rigoureuse. Le traitement, il permet une certaine amélioration fonctionnelle, hémodynamique et pronostique. La prise en charge en matière de traitement spécifique rejoint celle de l'HTAP idiopathique, mais surtout l'importance d'opérer les patients avant l'installation d'une HTAP fixée et de discuter dans des staffs multidisciplinaires les cas borderline. Donc véritablement, quand on a un cas borderline, il faut avoir l'avis du cathétériseur, du chirurgien, du cardiopédiatre, et donc pour pouvoir décider est-ce que ces patients qui devraient être opérés ou non. Et voilà, je vous remercie.